Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, une nouvelle maison de détention à Massanta, l'infrastructure judiciaire et pénitentiaire vient ainsi améliorer les conditions carcérales. La maison d'arrêt dispose d'une capacité de 100 places. Le Fonds de développement social et de l'indigence poursuit sa campagne de remise des titres de prise en charge sanitaire. Après Kindia et Mamou, 37 patients indigents de la baie ont reçu leurs documents de prise en charge. Les Échos, c'est dans cette édition. Lutte contre la drogue, le commissariat central de Matam a réussi à mettre main sur près d'une tonne de chanvre indien. Le produit prohibé a été découvert grâce à une bonne collaboration entre agents de police et citoyens de Matam. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus à la une de l'actualité ce soir. Ce vendredi 12 décembre, au cœur de Dobali, dans la sous-préfecture de Kanfarandé, la Guinée a officiellement lancé le projet de raffinerie d'alumine de Winning Consortium Alumina Guinea. Construire une raffinerie d'alumine en Guinée n'est plus une fatalité, ce n'est plus une option grâce au leadership et à la détermination du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Compte rendu Fatmata Kourouma. Ce vendredi 12 décembre 2025, sur le site de Dobali, dans la sous-préfecture de Kanfarandé, la Guinée a lancé officiellement le projet de raffinerie d'alumine de Winning Consortium Alumina Guinée, filiale de la société minière de Bokeh. Une cérémonie majeure présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou Djibadiakité. Cette raffinerie, qui sera la deuxième du pays depuis l'indépendance, 67 ans d'histoire, vient confirmer une réalité indiscutable. Les deux uniques raffineries d'alumine du pays ont été initiées sous la gouvernance éclairée du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. La première, celle de SPIC, dont les travaux ont été lancés le 26 mars 2025. La seconde, celle de WCAG, s'inscrit dans le même élan, celui d'une Guinée qui se donne les outils de sa propre valorisation industrielle. Ainsi, la série d'allocutions a débuté par le préfet de Bokeh, qui, au nom des populations locales, a souhaité la bienvenue aux autorités, partenaires et invités. L'événement qui nous réunit marque une étape décisive dans la transformation structurelle à travers la valorisation locale de nos ressources, conformément à la vision éclairée de son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui a fait du contenu local, des industrialisations et de transformation sur place des matières premières un axe stratégique majeur du développement de notre pays. Avec ce projet, la Guinée devient un pays transformateur, créateur de valeur ajoutée. Le directeur général de Winning Consortium Alumina Guinée a ensuite exprimé la gratitude du consortium envers le président Mamadi Doumbouya pour sa vision et son leadership. Il a rappelé que ce projet représente un investissement colossal d'1,2 milliard de dollars américains. Tout d'abord, nous adressons nos sincères remerciements à son Excellence le Président Mamadi Doumbouya pour son engagement indéfectible en faveur de l'industrialisation nationale qui a donné une orientation claire et une confiance inébranlable pour l'investissement et le développement. Nous remercions également Monsieur le ministre des Mines, Monsieur Bouna, et l'ensemble du gouvernement pour leur collaboration efficace. Elle utilise des procédés avancés et respectueux de l'environnement qui répondent aux normes internationales. Cette installation améliorera considérablement les capacités de transformation locale en Guinée, favorisera le transfert de technologies et créera des opportunités d'emploi hautement qualifiées, renforçant ainsi la position stratégique de la Guinée dans la chaîne industrielle mondiale de l'aluminium. Nous exprimons notre profonde gratitude à la communauté de Dobali pour sa compréhension et soutien. Winning Consortium reste déterminé à être un partenaire responsable et fiable
partageant les opportunités et les résultats du développement avec la communauté. Le représentant des actionnaires a pris le relais, qualifiant cette raffinerie de projet d'une vie, un tournant majeur, ouvrant un nouveau chapitre pour la Guinée industrielle. Avec le lancement de cette raffinerie, nous ouvrons un nouveau chapitre, celui de la transformation locale et de l'augmentation de valeur. Produire à Dobali une alumine issue de nos propres ressources représente un tournant stratégique pour l'économie nationale et pour l'intégration industrielle du secteur. Ce projet transformera en profondeur notre économie par le transfert de compétences et la création d'emplois hautement qualifiés. Après le bond sans précédent de nos exportations de bauxite, nous comptons, avec d'autres entreprises du secteur bien sûr, faire de la Guinée un acteur majeur de la filière de l'aluminium. Je tiens enfin à exprimer ma profonde gratitude au président de la République, Mamadi Doumbouya. Nous le remercions pour sa détermination à vouloir industrialiser notre pays. Nous le remercions pour tous les efforts qui sont consentis par l'ensemble de son gouvernement et par toutes les parties prenantes en Guinée pour la réalisation de ces industries qui vont définitivement nous lancer vers un avenir prospère et bénéfique pour l'ensemble des Guinéens. Implanté sur 109 hectares, au cœur des gisements de bauxite parmi les plus riches du monde, le projet WCAG repose sur un procédé Bayer de dernière génération, intégrant des équipements modernes et performants. Le procédé, reconnu pour sa simplicité, sa faible consommation énergétique et la haute pureté de l'alumine produite, est particulièrement adapté au bauxite à rapport AS élevé. La chaîne de production intégrera notamment les ateliers de matières premières, de dissolution, de décantation, de précipitation, d'évaporation et de calcination, couvrant ainsi l'ensemble du processus de transformation. Ainsi, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, est revenu sur l'importance politique, économique et sociale de cette initiative, symbole d'une Guinée respectée et reconnue sous la gouvernance du président Mamadi Doumbouya. Il a annoncé que la fin des travaux est prévue pour décembre 2028. Ce projet suit celui de SPIC, State Power Investment Corporation, dont les travaux de construction ont démarré le 26 mars 2025 pour une fin des travaux prévus le 31 décembre 2027. Pour rappel, c'est en 1957, c'est-à-dire avant l'indépendance, que les travaux de construction de la première raffinerie d'alumine en terre africaine a démarré à Fria. Cette raffinerie a été inaugurée le 30 avril 1960. C'est pourquoi nous disons sans l'ombre d'aucun doute que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre cher pays, qui ne se limite pas seulement au projet Simandou. C'est la renaissance politique, économique et sociale de notre pays qui est en marche. Depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'importantes réformes ont été engagées et mises en œuvre dans le secteur minier. Ces réformes ont fait de la Guinée un grand acteur mondial de l'industrie de la bauxite, de l'alumine et de l'aluminium à cause de son impact sur le marché mondial du métal blanc. Pour illustrer cela, un tiers de la production mondiale d'aluminium en 2024, soit 72 millions de tonnes, proviennent de la bauxite guinéenne. Je me réjouis de constater aujourd'hui le démarrage de construction de cette raffinerie en terre guinéenne. La fin des travaux de construction est prévue à fin 2028, soit 2 ans de construction, ce qui est unique dans les projets de construction de raffinerie. Cela témoigne de la confiance des investisseurs internationaux à notre cher pays. Ce projet porte sur une production d'alumine d'1,2 million de tonnes par an, la construction d'une centrale thermique d'une capacité de 300 MW et le développement d'un parc industriel. Construire une raffinerie d'alumine en Guinée n'est plus une fatalité. Ce n'est plus une option grâce au leadership et la détermination du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya.
C'est en ces termes que s'est exprimé le président du comité stratégique de Simandou, Djibé Diakité. Kamfarande, est-ce que vous avez Bokeke, vous avez Président Doumbouya Naga, Amoura ou Rebou, Dime Forêt. Cet événement marque la concrétisation d'engagements contractuels pris dans le cadre des conventions minières signées entre l'État et les partenaires industriels de la République de Guinée. Et témoin de notre volonté commune de passer d'un modèle d'exportation brute de nos ressources naturelles à un modèle de transformation locale dans un esprit gagnant-gagnant. Permettez-moi à cet instant solennel de rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, pour le leadership visionnaire et déterminé dont il fait preuve dans la conduite de la refondation de notre pays. À travers le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, dont le pilier numéro 1, bien évidemment, met au cœur l'industrialisation de l'économie guinéenne de façon accélérée. Cette cérémonie est l'illustration concrète d'une vision claire et assumée, portée par un homme d'État, animé par un seul objectif, le bien-être du peuple souverain de Guinée. Ce projet n'est pas uniquement une infrastructure industrielle, il est le symbole d'une nouvelle Guinée, une Guinée qui assume politiquement et économiquement sa souveraineté. Une Guinée qui développe ses capacités énergétiques, qui renforce ses infrastructures ferroviaires et qui met en place des parcs industriels capables d'attirer au-delà du secteur minier des investissements structurants et durables. Après le lancement de la raffinerie de la société SPIC à Bofa le 26 mars dernier, ce projet devient la deuxième raffinerie d'alumine réalisée depuis l'indépendance de notre pays. Il poursuit des objectifs stratégiques clairs définis par le président de la République. Réduire notre dépendance aux exportations de bauxite brut, créer des emplois directs et indirects pour les Guinéens, offrir des opportunités de business aux entreprises à capitaux guinéens, stimuler la croissance économique et renforcer la compétitivité nationale, favoriser le transfert de compétences, de savoirs et de technologies. La réalisation de cette raffinerie contribuera de manière significative à la maximisation des retombées économiques du secteur minier pour la République de Guinée et renforcera dans un avenir proche la présence de la Guinée sur les marchés mondiaux d'aluminium, mais bien évidemment d'aluminium également. Il a également insisté sur la nécessité pour l'ensemble des parties prenantes de respecter les délais contractuels et de veiller à l'application rigoureuse des clauses relatives à la transformation locale, en rappelant une date déterminante, le 8 avril 2022, moment où tous les accords de raffinerie ont été scellés avec les partenaires industriels sous une exigence forte du chef de l'État, le strict respect des engagements, une rigueur qui permet aujourd'hui l'émergence d'un projet qui créera plus de 2000 emplois directs et près de 10 000 emplois indirects. Nous tenons à remercier
les investisseurs pour la matérialisation des engagements pris lors de la rencontre du 8 avril 2022 entre son Excellence, Monsieur le Président de la République et toutes les entreprises minières présentes en République de Guinée, dont leur convention exige la construction d'une raffinerie en République de Guinée. Nous remercions clairement des investisseurs et des entreprises qui clairement ont respecté leurs engagements et d'autres qui continueront aussi à le faire, puisque construire une raffinerie en République de Guinée n'est plus une fatalité, ce n'est plus une option. Si vous avez l'obligation de faire la transformation locale du minerai, la détermination, le leadership, les orientations stratégiques du chef de l'État sont très claires. Vous le faites. Nous saluons les initiatives déjà engagées, notamment celles relatives au développement du contenu local, qui est non négociable pour l'État guinéen, afin de garantir un impact économique réel et durable au profit des communautés riveraines. L'enjeu fondamental du secteur minier réside dans la création d'une expertise nationale, une expertise d'excellence à travers le composant Simandou Academy. La formation de la main-d'œuvre locale et le développement des petites et moyennes entreprises guinéennes dans une logique de fait multiplicateur sur l'ensemble de l'économie guinéenne. J'en appelle personnellement à l'ensemble des partenaires miniers concernés par la transformation locale des matières premières à honorer scrupuleusement leur engagement contractuel envers la République de Guinée. Le chemin sera exigeant, mais il est porteur d'espoir et d'avenir. Les notables de Bokeh, de Kamfarandé et de Dobali ont élevé des prières et formulé des bénédictions exprimant leur reconnaissance au chef de l'État pour une vision qui, désormais, transforme concrètement leur quotidien et celui des générations futures. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Mourana Souma, l'impact de cette raffinerie sur la croissance nationale sera spectaculaire, ouvrant la voie à une dynamique économique nouvelle, créatrice d'emplois, de compétences et de prospérité durable pour notre pays. La Guinée est dans une dynamique de transformation. Cette transformation est en droite ligne avec les orientations politiques de M. le Président, selon lesquelles orientations les richesses guinéennes, que ce soit des richesses minières, du sol et du sous-sol, doivent être transformées en Guinée. Cela permettra de développer une chaîne de valeur économique plus importante. Ça augmente le revenu que l'État peut tirer sur la production minière. Ça permet d'alimenter d'autres industries qui sont en besoin de consommation de tout ce qui est produit par cette chaîne de transformation de la bauxite en alumine. Prenant la parole à son tour, le ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé a rappelé que la réussite de projets d'une telle envergure repose également sur la solidité des partenariats stratégiques noués par la Guinée. Il a souligné que cette raffinerie illustre parfaitement la nouvelle dynamique de coopération prônée par les autorités, fondée sur la transparence, la responsabilité partagée et la recherche d'un bénéfice mutuel durable. Il faut retenir que ce sont des résultats palpables du programme Simandou 2040. Donc c'est une fierté, c'est un honneur. Il faut retenir que 12 000 emplois directs et indirects vont être créés. Intervenant ensuite, le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Moussa Moïsila, a mis en lumière l'impact positif qu'aura ce projet sur le patrimoine culturel guinéen, notamment celui de la localité. Il a rappelé que le développement industriel, lorsqu'il est pensé en harmonie avec les communautés, contribue également à la valorisation des identités locales, à la préservation des savoir-faire et au renforcement du tissu social. C'est la preuve que
notre pays se porte bien et qu'à sa tête, nous avons un président qui a une vision. Tout ce qui se passe là se passe dans un temps, je dirais, micro-temps. On parle d'une période de moins de 5 ans, au cours de laquelle la Guinée a connu une transformation structurelle assez profonde. C'est la deuxième unité industrielle de ce genre, mais à cela s'ajoute le méga projet Simandou. Et le secteur minier, il a été revitalisé, il a été revu et il a été refaçonné de telle sorte que ce soit un secteur au service du développement de la Guinée, où les intérêts du peuple de Guinée sont prioritairement pris en compte. Et moi, en tant que ministre de la Culture, c'est quelque chose qui m'enchante énormément, parce que la plupart des entreprises minières dans notre pays ont des responsabilités sociétales et qui les imposent un certain nombre d'obligations. Pour le secteur culturel, ce sont donc des entreprises qui financent les festivals, qui financent la mobilité des artistes, qui nous aident dans la construction des musées, la préservation et la valorisation des rites, des traditions, des coutumes, des communautés au sein desquelles elles s'installent et pour lesquelles elles exploitent les ressources minières. Ainsi, le président du comité stratégique de Simandou, accompagné du ministre des Mines et de la Géologie et leur suite, a procédé à la pose officielle de la première pierre, un acte hautement symbolique qui marque le lancement concret de cette infrastructure d'envergure nationale. Dans un moment empreint de solennité et de fierté, ils ont ensuite apposé leur empreinte sur le mur des signatures, scellant de manière indélébile leur engagement et la volonté collective d'inscrire ce projet dans l'histoire du développement industriel de la Guinée. Nous suivons sur les deux écrans l'instant pose de première pierre, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont installés. Le rouge, jaune, vert comme fondation. Après la cérémonie, la délégation gouvernementale s'est rendue à Bofa afin d'apprécier de près l'état d'avancement de la raffinerie portée par SPIC. Lancée en mars 2025, les travaux de cette infrastructure stratégique progressent conformément au calendrier pour une livraison annoncée en fin décembre 2027. Cette visite de terrain témoigne de la volonté du gouvernement de suivre rigoureusement chaque étape de ces projets structurants. Depuis le 26 mars, on a terminé totalement la conception pour la raffinerie d'alumine proprement dit et aussi pour la centrale thermique, pour le dépôt de boue rouge, pour le réservoir d'eau et pour aussi le port maritime. Toutes les conceptions, on a terminé. Tout ça, c'est terminé. Tout ça terminé. Okay. Et juste à côté de nous, ici, on est en train d'installer les pieux. Les pieux de fondation. Et pas loin d'ici, la base de vie permanente et aussi le bâtiment administratif pour les fonctionnaires du ministère et pour les douaniers, on est en train de travailler. La raffinerie que SPIC s'apprête à ériger s'étendra sur une superficie de 105 hectares, faisant d'elle l'un des projets industriels les plus ambitieux du pays. Dès la phase préparatoire, le gouvernement a veillé à ce que les Guinéens soient au cœur du processus. Plusieurs jeunes bénéficient déjà de bourses de formation spécialisées et ils seront les premiers à intégrer les équipes techniques de la future raffinerie. Les 14 premiers qui sont partis, normalement c'est 100 personnes qui doivent partir sur les 5 ans. Et chaque année, on doit envoyer 25 à 30 personnes. Ce sont les futurs cadres de la raffinerie qui vont piloter la raffinerie. Voilà. Et on les appelle les talents. C'est les talents qui sont partis et qui doivent revenir. Dans un premier temps, monsieur le ministre nous a conseillé de prendre au niveau du centre de perfectionnement d'Alaba. Maintenant, à partir de l'année prochaine, on va prendre au niveau baccalauréat. Les meilleurs élèves au baccalauréat vont être sélectionnés pour aller en Chine. Cette visite fut l'occasion pour le ministre de s'enquérir de l'état d'avancement du chantier, mais aussi d'écouter attentivement les préoccupations et difficultés rencontrées par les partenaires techniques. Des échanges qui permettront d'apporter des solutions rapides et efficaces afin de garantir la bonne marche du projet et le respect des délais fixés. C'était important pour nous de venir toucher du doigt, s'assurer effectivement que ce qui est marqué sur les papiers, sur les documents contractuels sont effectivement en train de se matérialiser
sur le terrain. Nous félicitons vos équipes. Il faut rappeler que l'État guinéen a des parts dans cette raffinerie. Au-delà des obligations réglementaires prévues dans le code minier. Et vous l'aurez aussi compris, les préoccupations du président qui sont au cœur aujourd'hui de sa vision de développement Simandou 2040, c'est le capital humain. Et donc comment former l'expertise guinéenne qui peut reprendre les projets, qui peut suivre les projets. Et nous avons en bonne intelligence aussi travaillé avec SPIC pour que le projet, dès sa phase de construction, nous puissions anticiper le capital humain guinéen que nous n'avons pas sur place, qu'il va falloir former. Sauf qu'il ne faut pas attendre que la raffinerie ouvre pour commencer à former. Donc les formations ont déjà commencé, on parle des 14 sur les 100 qui doivent partir. Donc à ce stade, nous constatons en tout cas avec satisfaction un projet clairement, ça va avec des défis. Moi j'appelle ça des challenges. Et donc ensemble, il n'y a pas de raison que nous n'arrivons pas à faire face. Nous vous réitérons tout le soutien de l'État guinéen et nous demandons à ce que chacun respecte ses engagements. La souveraineté économique guinéenne n'est plus un rêve lointain, ni un slogan politique. Elle n'est plus un vain mot. Elle est aujourd'hui un ensemble d'actes concrets, posés méthodiquement, projet après projet, infrastructure après infrastructure. Et c'est ici, à Boké, au cœur du corridor minier, que cette souveraineté prend une forme visible, mesurable, historique. Dans l'actualité également, la Cour suprême investie de la mission de gestion de contentieux électoral s'emploie avec l'appui du PNUD à renforcer les capacités opérationnelles des magistrats et greffiers. Cette dynamique s'inscrit dans une volonté affirmée de garantir la régularité, la transparence et l'intégrité des opérations électorales. Reportage de Aboubakar Amikamara et Tierno Younoussaba. À quelques jours de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Cour suprême, organe chargé de la gestion du contentieux électoral, est à pied d'œuvre. Avec l'appui du PNUD, le travail circule autour du renforcement des capacités des magistrats et greffiers. Ils sont formés en matière de contentieux électoral susceptibles de naître pendant le processus. Il s'agit pour la Cour suprême de garantir la régularité et la transparence des opérations électorales. À cette étape cruciale, la Cour suprême se trouve investie d'une responsabilité déterminante, celle de garantir la régularité, la transparence et la crédibilité de l'ensemble des opérations électorales. Cette responsabilité qui nous est confiée par la Constitution et les lois organiques de la République implique non seulement une maîtrise approfondie du cadre juridique applicable, mais également une rigueur professionnelle irréprochable dans le traitement des contentieux qui relèvent de notre compétence. À Koya, de hauts magistrats et greffiers se sont réunis autour du thème « Le rôle de la Cour suprême dans le processus électoral », une réflexion technique essentielle à la consolidation des compétences visant à améliorer la pratique juridictionnelle. C'est de renforcer les capacités techniques, les compétences de l'ensemble des intervenants de la chaîne de la gestion du contentieux à l'intérieur de la Cour suprême, que ce soit le greffe, que ce soit le parquet, que ce soit le siège. De l'enjeu crucial que représente la gestion du contentieux électoral à cette période sensible de notre pays. Au-delà des aspects techniques, cette rencontre offre une opportunité aux membres de la Cour suprême de renforcer la synergie afin d'agir avec sérénité et indépendance dans le traitement des contentieux électoraux. Je vous l'annonçais dans les titres, infrastructures judiciaires et pénitentiaires, réception à Massanta de nouvelles maisons de détention. Cette réalisation intervient 18 ans sans lieu de détention après la vandalisation de l'ancienne prison en 2007 d'une capacité d'accueil de 100 places. L'inauguration a eu lieu en présence du ministre de tutelle accompagné de quelques membres de son cabinet. Compte rendu, Tierno Younoussaba.
Vue aérienne de la nouvelle maison d'arrêt et de collection de Macenta, cette infrastructure moderne et sécurisée d'une capacité d'accueil de 100 places dispose aussi des bureaux, d'espaces pour visiteurs et d'autres compartiments. L'édifice prend en compte les commodités d'une prison respectueuse des droits des détenus. L'édifice est donc susceptible de garantir de meilleures réinsertions avec l'apprentissage des métiers. Une infrastructure adoptée, sécurisée et tournée vers la réalisation de la maison d'arrêt Macenta que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un lieu de détention, c'est une infrastructure pensée et conçue pour améliorer les conditions de détention pour une capacité d'accueil des 100 détenus. Nous ne pouvons que sauter de joie et remercier le gouvernement, le chef de l'État, mais aussi les ministres de la Justice et des droits de l'homme qui se sont succédés, M. Charles Rouet et El Hadj Yaya Kairaba, qui est en train encore d'œuvrer dans ce sens. 18 ans après la destruction de la prison au cours des mouvements de janvier et février 2007, la juridiction de Macenta dispose d'une prison digne du nom. La détention des prévenus qui s'effectuait dans les locaux de la police ou de la gendarmerie relève désormais du passé grâce aux efforts déployés par le gouvernement. En décembre 2022, j'ai effectivement participé à la pose de la première pierre de cet édifice aux côtés de mon prédécesseur, le ministre Charles Wright. De cette date jusqu'au 24 mars 2024, à ses côtés, j'ai évolué. Dieu a voulu que je me tienne ici aujourd'hui pour la réception de cet édifice. L'édifice que nous recevons aujourd'hui vient encore une fois constituer la preuve la plus palpable que notre pays, la Guinée, avance. Au-delà de ça, l'homme de grande vision, le président Mamadi Doumbouya, a instruit, et cela est en train de se réaliser, la construction d'une prison de haute sécurité et d'une très grande capacité. Il s'agit de la maison centrale en construction à Yorokodia. La réalisation du pénitencier de Macenta vise donc à doter l'administration pénitentiaire d'infrastructures modernes. Par cette prison, l'application des peines est garantie, ce qui va aider à améliorer le fonctionnement du tribunal pour mieux restaurer l'autorité publique visant à rassurer les citoyens. Remise d'équipements pour la formation des paramédicaux dans les écoles professionnelles publiques, un geste de l'OMS qui apporte son soutien aux réformes entreprises par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Ces équipements sont destinés à qualifier la formation des sages-femmes et des infirmiers. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Destinés principalement à l'École nationale de santé de Kindia, ces équipements concrétisent la nouvelle ambition de moderniser la formation dans les écoles de santé, des écoles intégrées au programme Simandou Academy. En appuyant ces établissements, l'Organisation mondiale de la santé réitère ainsi sa volonté d'accompagner la Guinée à bâtir un système de santé plus solide en misant davantage sur la formation à la base dans les écoles de santé. Ces équipements ne constituent pas seulement de simples matériels d'apprentissage. Pour les futurs infirmiers, ils permettront d'acquérir une maîtrise concrète des gestes techniques grâce à des mannequins de simulation, des modèles anatomiques et des outils de surveillance clinique. Pour les futures sages-femmes, ils offriront des dispositifs essentiels pour l'entraînement aux soins obstétricaux et à la gestion de l'accouchement dans des conditions réalistes et sécurisées. Ces équipements qui viennent enrichir notre infrastructure pédagogique permettront à nos étudiants d'acquérir des compétences pratiques de haut niveau et de mieux se préparer à exercer sur le terrain.
Plus exactement, ce sont 31 équipements qui sont destinés à l'option sage-femme et 34 autres à l'option infirmerie dans le but de rehausser les standards dans la formation en santé. Ces équipements permettront d'améliorer considérablement les apprentissages pratiques, de renforcer la maîtrise technique des apprenants, d'élever le niveau de professionnalisation et d'assurer une meilleure adéquation formation-emploi dans le secteur de la santé. Il renforce ainsi la qualification de futurs agents de santé et par extension la qualité des soins dispensés dans nos établissements sanitaires, contribuant ainsi à une meilleure santé de nos populations. D'autres investissements en faveur des écoles de santé sont attendus. Le ministère en charge de la formation professionnelle entend ainsi transformer durablement ces écoles en synergie avec le ministère de la Santé. Dans le domaine agricole, la coopération avec l'Italie se diversifie. Après l'appui aux filières café et cacao en Guinée forestière, les partenaires italiens tournent le regard vers le maraîchage. D'une enveloppe de 5 millions d'euros, le projet agricole Guinée-Italie va s'appesantir sur l'aménagement des périmètres maraîchers et le renforcement des capacités des groupements féminins de la savane et du Grand Conakry. Entre autres bénéficiaires, les femmes agricultrices évoluant autour du lac Sonfonia. Fodé Camara pour plus de précision. Entre la Guinée et l'Italie, l'axe de coopération bilatérale pour le développement rural se redynamise avec le lancement officiel du projet agricole Guinée-Italie. Un projet d'une enveloppe de 5 millions d'euros financé par les gouvernements guinéens et italiens. Nos attentes, c'est bien sûr que ce soit un projet qui puisse très vite changer concrètement les vies des personnes sur le terrain, qui puisse être un succès de la collaboration bilatérale entre nous et que puisse amener à une deuxième phase dans le futur. Et donc on va commencer par ici, par la grande banlieue de Conakry. On a choisi les femmes de Sonfonia qui ont fait leur preuve, qui alimentent Conakry en légumes et fruits, et certaines femmes de la Haute-Guinée qui se sont aussi lancées dans le maraîchage. Donc ce sont des actions concrètes qui font leur impact direct sur ces populations en termes de revenus et en termes d'autosuffisance alimentaire. Pour moderniser les pratiques culturelles et promouvoir des filières porteuses, plus de 6 000 producteurs vont bénéficier de renforcement de capacité. 300 hectares de périmètres maraîchers seront aussi aménagés par le projet agricole Guinée-Italie. Nous avons mené l'étude diagnostique, à savoir l'identification des bénéficiaires dans les deux zones, et nous avons engagé l'étude APD pour voir réellement quels sont les travaux qu'il faut faire sur les sites identifiés, quelles sont les natures d'appui qu'il faut apporter au groupement maraîcher identifié. Et nous savons qu'avec le démarrage effectif à travers ces lancements, nous n'avons pas de blocus par rapport à la mise en œuvre des activités sur le terrain. Dans le volet insertion socio-professionnelle, le projet Pagita prévoit le financement des initiatives entrepreneuriales portées par les jeunes et les femmes. L'enjeu est d'améliorer la résilience des familles vulnérables. Et puis, le Fonds de développement social et de l'indigence poursuit sa campagne de remise des titres de prise en charge sanitaire. Après qu'India et Mamou, 37 patients indigents de l'Abbé ont reçu leurs documents de prise en charge, un geste salué par les bénéficiaires et les autorités locales. Le point avec Moussa Kouyaté. Très tôt le matin, les malades indigents se sont donné rendez-vous ici à la commune urbaine de l'Abbé pour recevoir leur titre de prise en charge sanitaire par l'État à travers le Fonds de développement social et de l'indigent. Cet acte n'est pas seulement un geste social, il est l'expression concrète d'une gouvernance tournée vers l'humain, la dignité et la justice sociale. Grâce à ces initiatives, la protection sociale cesse d'être un simple concept pour devenir une réalité vécue par nos concitoyens les plus vulnérables. Je remercie M. Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup, c'est mon enfant qui est malade. Mais Dieu merci, je suis venu pour faire soigner mon enfant. La remise de ces titres de prise en charge sanitaire est un moment fort et historique pour les autorités communales dans la cité de Kramoko Alpha Molabé.
La cérémonie de ce jour revêt une importance particulière car elle marque une nouvelle étape dans l'appui sanitaire accordé à nos concitoyens vivant dans des conditions difficiles. Les kits qui seront remis constituent un outil concret pour faciliter leur accès aux soins et protéger leur dignité. Je tiens à saluer la dynamique nationale initiée par les autorités du pays sous la conduite du président de la République, chef de l'État. Et ce n'est pas une première, c'est la 4e. Donc vraiment, nous sommes vraiment habitués et tout se passe dans les conditions normales et que ma structure et le personnel est fin prêt à recevoir les patients. Donc vraiment, nous sommes engagés à jouer notre partition pleinement afin que vraiment ça se passe dans les conditions les meilleures. Avec ces prises en charge, les patients bénéficieront gratuitement de tous les examens et des produits médicaux. Les cadres du Fonds de développement social et de l'indigent sont attendus dans la région de Farana. Une nouvelle voie syndicale vient de naître en Guinée. L'Union générale des travailleurs UGT a tenu son tout premier congrès à Conakry avec une ambition affichée, révolutionner le paysage syndical guinéen. Son credo, la justice sociale, l'intégrité et une nouvelle approche pour défendre les travailleurs. Reportage de Mariam Kamara et son Assagno. À travers ce congrès constitutif, c'est l'histoire du syndicalisme guinéen qui tourne une page. Face aux défis des travailleurs, injustice, salaire précaire, licenciement abusif, cette nouvelle centrale syndicale se donne alors une mission claire, défendre leurs intérêts moraux et matériels, mais en changeant de méthode. On fera en sorte que tous les droits restés et non connus soient mis à la disposition des travailleurs et qu'ils soient défendus et que les nouveaux droits soient créés pour que le travailleur guinéen puisse se sentir vraiment à l'aise dans son lieu de travail et dans sa famille. Nous ne sommes réunis pas pour blaguer, mais pour travailler. On a beaucoup de lois, il y a plusieurs lois qui ne sont pas connues par les travailleurs. On a des droits qui sont bafoués par les autres qui sont de l'autre côté de la table. Donc nous sommes là pour nous battre pour nos droits, pour la justice sociale. Lors de cette assemblée fondatrice, le bureau exécutif de la nouvelle organisation, composé de 40 membres, a été présenté. De nombreux congressistes et des partenaires syndicaux assistaient à cet événement fondateur. Moi, étant issu de justice, je valide ce congrès. Je n'ai constaté aucune irrégularité de cette cérémonie. Donc cette cérémonie s'est bien passée à la règle de l'art. Ce premier congrès marque donc le départ d'une aventure syndicale inédite en Guinée. L'UGT affiche sa volonté de s'impliquer activement pour la justice sociale, la défense des travailleurs et pour insuffler une nouvelle éthique au mouvement syndical national. Dans le cadre de la lutte contre la drogue, le commissariat central de Matam a réussi à mettre main sur près d'1 tonne de chanvre indien. Le produit prohibé dissimulé à bord d'un camion a été découvert grâce à une étroite collaboration entre agents de police et citoyens de Matam. Pour les autorités communales de Matam, c'est un ouf de soulagement. Le point avec colonel Morikaba. C'est en plein centre de Conakry, dans la commune de Matam, plus précisément au port de Bonfi, que cette camionnette a été interceptée. À son bord, près d'1 tonne de chanvre indien destinée à alimenter le réseau des grossistes. Le lundi 8 décembre 2025, le service d'enquête du commissariat central de Matam, à travers la brigade d'information de la voie publique, a réussi un coup de filet exceptionnel. Il a mis main sur 514 kg de chanvre indien stocké dans une fourgonnette aux abords du port de Bonfi. Le propriétaire de la camionnette, Issa Kamara, immédiatement confronté, soutient que le colis appartient à une dame du nom de Agnès, de nationalité étrangère, qui aurait sollicité son service de transport pour du manioc. Pour l'instant, le sieur Issa Kamara est en attente de son transfert vers le tribunal de première instance de Mafanko, où il pourrait être poursuivi pour détention de substances psychotropes
article 812 et suivant du code pénal en vigueur. C'est une ancienne cliente à moi qui m'a demandé de transporter des sacs de manioc pour elle. Mais en faisant monter les sacs, mon apprenti s'est aperçu que c'est plutôt de la drogue. Aussitôt, il m'a informé. Au moment où ils sont partis pour sortir de l'argent pour qu'elle paye les policiers, un autre groupe de policiers est venu et ceux-ci nous ont demandé d'aller au niveau du commissariat central de Matam. Pour les autorités communales de Matam, la lutte contre les fléaux sociaux, notamment le trafic de drogue, reste une priorité. D'abord, féliciter le commissariat central de Matam qui vient de faire cette saisie record à Matam. Nous sommes rassurés que nous sommes en sécurité. Nous disons merci à la police nationale et merci de nous protéger contre les malfrats de tout genre et surtout ceux qui envahissent la Guinée de substances qui détruisent les filles et fils de Guinée. La lutte contre l'insécurité passe inévitablement par la lutte contre les stupéfiants. Face à ce phénomène qui gangrène la jeunesse guinéenne, les services de sécurité appellent les citoyens à renforcer la collaboration afin de mettre hors d'état de nuire les réseaux criminels. Pour terminer, le collectif des 416 pèlerins arnaqués par une agence lors du pèlerinage 2025 a initié une marche dans la commune de Kaloum pour exprimer sa reconnaissance à l'endroit du président Mamadi Doumbouya pour avoir honoré son engagement. Cette implication du chef de l'État est saluée par les victimes. Reportage de Nabila Moussa Kamara. À Kaloum, le collectif des 416 pèlerins arnaqués lors du Hajj 2025 organise une marche ponctuée de cantiques religieux. Une mobilisation pour exprimer leur reconnaissance au président Mamadi Doumbouya qui a tenu son engagement en leur permettant d'accomplir le pèlerinage en 2026. Un acte de reconnaissance envers son Excellence, le président de la République, président Mamadi Doumbouya, pour l'acte inoubliable qu'il vient de faire pour toutes ces personnes. L'année passée, quand on était dans la détresse, dans la désillusion, dans le désespoir, il nous a promis, il a dit que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, vous serez les premiers convois. Et cette promesse est devenue une grande réalité. Après plusieurs mois de démarches pour régulariser leur situation, ces victimes de faux et usage de faux disent retrouver aujourd'hui leurs droits et saluent le soutien des autorités qui ont œuvré pour rétablir la justice en leur faveur. Il a promis, il a réalisé. Vraiment, il nous a essuyé les larmes de l'année passée et cette fois-ci, on est fiers. C'est un homme de parole. Merci beaucoup. Merci au gouvernement. Merci à tout le monde. Merci à tous les pèlerins qui se sont abstenus. Personne n'a fait rien du tout et pour manifester rien du tout. Et aujourd'hui, on est là pour le remercier et pour prier pour lui. Dupés par une agence de voyage, les membres du collectif affirment que l'appui personnel du chef de l'État leur ouvre enfin la voie vers l'accomplissement d'un devoir religieux essentiel, le pèlerinage à la Mecque. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée.